Du sud au nord, l'Amérique du Sud s'étire de la pointe de la Terre de Feu aux Caraïbes. Depuis des millions d'années, sa vie est marquée par l'immensité de ses espaces naturels. D'une certaine manière, nous sommes les enfants de la tectonique des plaques. Mais la nature lance des défis qu'il faut relever de haute lutte. Les techniques de culture sont la réponse. Elles déterminent la vie des habitants de ces terres hostiles, aujourd'hui encore. La nécessité est la mère de l'invention. Et les civilisations de cette partie du globe ont développé des systèmes de culture en terrasse extrêmement performants. Les vents qui soufflent sur l'Atlantique influencent l'histoire des Caraïbes, et le domaine culinaire n'y échappe pas. La nourriture joue un rôle très important dans l'esclavage des Caraïbes. On peut d'ailleurs l'envisager comme une forme de résistance d'ordre culinaire. Gratifiée par un climat doux, la partie du sud-est du continent se prête à merveille à l'élevage des troupeaux de bovins et va donner naissance à un mythe identitaire national. Le gaucho est une figure hautement emblématique. Tous les Argentins s'identifient au gaucho. L'Amérique du Sud. Ici, plus que dans toute autre partie du monde, la vie est marquée par la géologie et la nature. Pendant des millions d'années, l'Amérique du Sud est restée le plus grand continent isolé à avoir jamais existé. Pour l'heure, son immense masse de terre est encore séparée du frère nord-américain. Des forces terrestres extrêmement puissantes vont bientôt créer un nouvel espace de vie. D'une certaine manière, nous sommes les enfants de la tectonique des plaques. Tout commence dans les profondeurs de la Terre. Deux plaques qui entrent en collision engendrent un volcan. L'une après l'autre, les îles émergent de l'océan. Leur chapelet forme un arc insulaire. Un pont terrestre est né. Une période glaciaire provoque la baisse du niveau de la mer. De vastes surfaces de fonds marins sont devenues des terres émergées. Et du jour au lendemain, nos ancêtres ont pu les traverser. Pour le sous-continent américain, le glas de l'isolement a sonné. Une ère de migration, d'échange et de conquête peut commencer. De dangereux prédateurs ne tardent pas à s'imposer. Les ancêtres des pumas et des panthères en éclaireurs. Les êtres humains apparaissent à leur tour il y a 13 000 ans. Les uns arrivent en longeant la côte, d'autres probablement par la mer. Mais la plupart d'entre eux traversent le pont terrestre. En 2000 ans seulement, l'Amérique du Sud se peuple, et plus rapidement que ce ne fut le cas pour tout autre continent. Cette partie de la Terre renferme des sites naturels exceptionnels. On y trouve aussi bien des déserts de sel que de hautes montagnes et des plaines d'altitude, sans oublier les côtes et la forêt tropicale. Autant de cadres de vie auxquels les colons vont devoir s'adapter. La grande diversité des environnements naturels a impacté la mosaïque des cultures qui s'y sont établies. La cordillère des Andes présente une multitude d'habitats différents.
La plus grande chaîne de montagnes du monde s'étire d'un bout à l'autre du continent sud-américain. À 5000 mètres d'altitude, l'oxygène est aussi rare que les ressources naturelles sont limitées. L'eau est ici l'élixir de vie et de survie. Les glaciers sont d'énormes réservoirs d'eau, mais leur hydrologie est en perpétuelle évolution. Un constat qui interpelle une équipe internationale de glaciologues. La neige permet d'archiver de nombreux paramètres climatiques et environnementaux. La forme et la taille de ces cristaux livrent de précieuses informations sur sa fonte et sa congélation. Sa température et ses propriétés physiques, sa conductivité électrique notamment, révèlent sa source et l'itinéraire qu'elle a emprunté. Il est essentiel de connaître son parcours pour que les populations de ces régions puissent l'exploiter. L'eau des glaciers est vraiment très importante, surtout en saison sèche, où il n'y a pratiquement pas de pluie localement. De son côté, le glacier continue à libérer de l'eau en permanence, assurant ainsi une certaine réserve en eau dans la région. Il y a 150 millions d'années que les jalons de la répartition de l'eau sur ce continent ont été posés. Et c'est sous les océans, dans la collision entre deux plaques tectoniques, que cette distribution s'est jouée. Dans un mouvement de subduction, la plaque océanique, plus lourde, a plongé sous la plaque continentale, dite plaque de Nazca. Ce phénomène de convergence entre deux blocs, d'une énorme force, est à l'origine de grandes formations rocheuses. Il a aussi engendré des conditions hydrographiques contrastées et inégales entre l'Est et l'Ouest. « 98% des cours d'eau des Andes coulent vers l'Est. Ils irriguent les forêts tropicales avant de se jeter dans l'océan Atlantique. A contrario, à l'ouest des Andes, une zone de la côte péruvienne présente une grande aridité. Si l'absence d'eau provenant des glaciers en est partiellement responsable, elle n'en est pas l'unique cause. Ici, il ne pleut presque jamais, quelle que soit la saison. C'est lié au fait que l'océan Pacifique y soit très froid, parce que l'eau froide des profondeurs remonte à la surface. Voilà pourquoi il y a relativement peu d'humidité. Et par voie de conséquence, on a ces déserts côtiers. Les masses d'air froid engrangent trop peu d'humidité pour qu'il pleuve. La survie ici requiert beaucoup d'ingéniosité. 2000 ans avant notre ère, les premiers colons ont su extirper de cette terre toute sa fertilité. Ils ont cultivé du maïs, de la courge et toutes sortes d'autres légumes. Pour ce faire, ils ont élaboré un réseau hydraulique hautement sophistiqué. Des trous en forme de spirale, appelés puquios, avaient la fonction de recueillir les vents puissants de la région qui, s'engouffrant sous la terre, faisaient ensuite remonter l'eau depuis les aquifères souterrains. De nos jours, le Pérou ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit d'irriguer la bande côtière du pays, et la tradition s'est alliée à la modernité. Entre lacs de barrage, canaux d'irrigation et aqueducs, l'approvisionnement en eau est assuré. Des moyens à la mesure des besoins de la mégapole de 10 millions d'habitants, qu'est Lima. Partout où il est rare, l'or bleu est mis en scène et élevé au rang de signe extérieur de richesse, comme ici à grand renfort de fontaines et de jets d'eau. Dans la capitale, la consommation d'eau s'élève à 250 litres par jour et par habitant. À titre de comparaison, elle est de 146 litres en France. Mais combien de temps encore le plus précieux trésor de la nature va-t-il couler ? Directement après la façade côtière, les Andes s'élèvent à l'altitude de 5000 mètres.
Si l'eau y est abondante, des défis d'une autre nature sont à relever. Le Pérou présente des paysages très montagneux, abrupts et peu propices à un mode de vie fondé sur l'élevage ou l'agriculture. Mais ne perdons pas de vue que la nécessité est bien souvent la mère de l'invention. Une technique révolutionnaire va remédier à cette donnée, la construction de terrasses. En Amérique du Sud, ces plateformes sont désignées par le terme espagnol « andenes ». C'est probablement de ce nom d'ailleurs que l'appellation de la cordillère est dérivée. Cette modification de la topographie des terrains en pente est à mettre au crédit de la civilisation inca. Chacune des terrasses a son propre microclimat et l'énorme avantage de se prêter à la culture d'un légume en particulier. Les Incas ont mis la technologie des andenes à profit pour cultiver une grande diversité de plantes. Dans leurs expérimentations agronomiques, ils ont réussi à créer des cultures de subsistance à partir de plantes impropres à la consommation. Initialement, l'idée n'était sans doute pas tant d'optimiser les récoltes que de rendre les légumes comestibles. Le tubercule de pomme de terre était toxique avant qu'une culture sélective n'écarte ce danger. Et n'oublions pas que nous avons mal au ventre quand nous mangeons des pommes de terre crues en trop grande quantité. Mais après des années et des années de sélection et d'amélioration de cette plante, les Incas se sont retrouvés avec des centaines et même des milliers de variétés de pommes de terre comestibles, chacune des sortes poussant sur une terrasse en particulier. La diversité du paysage a eu un impact sur le nombre des variétés cultivées. Sur les 4000 variétés de pommes de terre qui existent à travers le monde, 2300 sont présentes dans les Andes. Autant de chances de se prémunir contre les famines, car les ravageurs ne s'attaquent qu'à une variété à la fois. On cultive et consomme les pommes de terre depuis des millénaires. Et aujourd'hui, c'est toujours un aliment de base. C'est le 4e aliment le plus important au monde, après le maïs, le riz et le blé. Par ailleurs, la pomme de terre est un super aliment. Elle fournit des protéines de haute qualité, contient plus de vitamine C qu'une pomme et sa fécule rassasie pour longtemps. On raffole de ce tubercule au Pérou. Sa consommation s'élève à 90 kg annuels par personne et place le pays en tête du palmarès international. À titre d'exemple, un Français en consomme 75 kg sous forme de produits frais ou transformés. Quatre cinquièmes des produits consommés au Pérou sont issus de l'agriculture locale. Une tendance stable, à condition que l'hydrographie des glaciers y mette du sien. Le changement climatique et la hausse des températures n'épargnent pas les glaciers, dont la fonte s'accélère. Le recul des glaciers réduit drastiquement les ressources en eau des habitants de la région. Comme dans l'Himalaya, en Bolivie et en Équateur, il y a au Pérou des gens qui vivent en permanence à plus de 4000 mètres d'altitude. Ces populations sont directement touchées par la fonte des glaces. La moitié d'entre elles sont des indigènes qui ont conservé un savoir ancestral. Les glaciologues comptent bien en tirer parti pour maintenir leur habitat dans les hauts plateaux des Andes, malgré la disparition des glaciers. C'est dans cette optique que nous mettons en place des projets qui reposent sur la connaissance du terrain des indigènes. On tient notamment compte de la présence des cochas, qui sont des micro-réservoirs d'eau aménagés à même le sol, ou des amunas, des canaux d'irrigation qui doivent être réactivés ou restaurés. Ils sont construits pour acheminer l'eau d'un point A à un point B, tout en la laissant s'infiltrer dans le sol. Ils contribuent grandement à améliorer les conditions locales d'accès à l'eau. Échec ou succès,
L'avenir seul le sait. Au nord-est du continent, la nature s'est montrée plus généreuse. Les îles volcaniques des Caraïbes sont des paradis de fertilité. Il faut dire que les cendres volcaniques contiennent de nombreux minéraux. Un super engrais naturel qui a transformé les îles en un jardin tropical proprement extraordinaire. Les conditions naturelles des Amériques et de l'archipel des Caraïbes ne sont certainement pas étrangères au fait que les Européens se soient donné tant de mal pour les atteindre. Le fort rayonnement solaire à l'équateur réchauffe l'air et le fait monter. La rotation de la Terre entraîne cette masse dans un mouvement perpétuel. La planète entière est en rotation sous sa propre atmosphère. C'est ce qui crée la force de Coriolis. Et cette force garantit que les vents des deux côtés de l'équateur soufflent toujours d'est en ouest depuis la nuit des temps. Ces vents, nommés alizés, gonflent les voiles de tous ceux qui veulent aller d'est en ouest. La voie idéale rallie l'Europe à l'Amérique du Sud en longeant la côte de l'Afrique occidentale. Mais les vents gagnants présentent aussi de véritables dangers. La route occidentale vers les Amériques est un véritable cimetière de navires. Quiconque effectue la traversée de l'Atlantique sans encombre accoste dans les Caraïbes. Entre puissances coloniales d'Europe, on se dispute âprement la conquête de ces îles réputées fertiles. Des esclaves d'Afrique débarquent, chaînes aux pieds, sur les exploitations des Européens. Et les arrivages incessants de populations nouvelles créent des problèmes, notamment celui de l'approvisionnement en denrées alimentaires. La nourriture est un point très intéressant de l'esclavage, en particulier dans les Caraïbes, si l'on envisage comme une nécessité incontournable le maintien en vie des individus. Il aurait dû être évident que les esclaves ont besoin d'être bien nourris, surtout en regard du travail pénible qu'ils effectuent pendant 12 à 14 heures d'affilée. Il n'était pas rare que les esclaves cultivent aussi pour eux, ou aménagent des terrains qui donnaient de plus grosses pommes de terre, des ignames, ce genre de choses. Ainsi, indirectement, ce sont parfois les femmes asservies qui ont littéralement maintenu toute l'île en vie. Aujourd'hui encore, les jardins luxuriants de la Guadeloupe ne déméritent pas. Ils approvisionnent largement la population. Pour nourrir les 350 000 habitants de l'île Papillon, impossible de couper aux importations de denrées en provenance de la France métropolitaine. Mais au moins, côté fruits et légumes, herbes ou épices, tout est produit sur place. Les jardins ici participent de l'identité des gens. La présence de ces jardins, qu'ils soient petits ou grands, a créé du lien parmi les esclaves, sous la forme de potins ou de vraies conversations. Et le bonus, c'était que tout ce qu'ils ne mangeaient pas pouvait être vendu dans les villes. Ils gagnaient un peu d'argent et surtout cette activité leur permettait de se connecter à la parentèle et aux amis de l'extérieur, au-delà du travail des champs. C'est tous les jours marché en Guadeloupe. Sur la place du village, on échange bien plus que des fruits, des épices et des légumes. Les saveurs passent aussi par les derniers potins ou les recettes phares d'une cuisine très typée. Le colombo, ou curry antillais, est le plat national en Guadeloupe. Le colombo là, aubergines, des courgettes, oui, des carottes, des pommes de terre aussi, un peu de piment végétarien, du citron,
Et voilà. Citron. Et pour le dessert, je vous sers un pitaya, ananas. Merci beaucoup. Dans leur histoire mouvementée, les êtres humains ont toujours su exploiter ce que la nature avait à leur offrir. L'ingéniosité, la créativité des femmes dans l'art de combiner ce qu'elles avaient, l'intelligence et le courage qu'elles ont eu de braver les interdictions, de quitter les plantations pour trouver de la viande et faire des plats complètement inédits, néanmoins évocateurs de la cuisine africaine. La voilà, ma conception de la résistance culinaire telle que je l'entends. Cette cuisine, elle fait aujourd'hui encore notre bonheur. La cuisine créole est née. C'est un métissage des cuisines françaises, indiennes, africaines, sans oublier la cuisine préexistante locale, agrémentée d'une très large palette d'épices. Des plats qui rassasient, mais plus encore, permettent aux gens de renouer avec leurs racines. La soul food, pour moi, ça me décrit que comme pour retourner à notre source, et comme nos ancêtres mangeaient avant, à notre origine africaine, pour manger comme ça, pour retourner à notre source. La tradition de se réunir le dimanche pour partager un repas s'est maintenue. Le jour du Seigneur était un jour de relâche pour les femmes esclaves. Elles le mettaient à profit pour cultiver leur propre jardin. Aujourd'hui comme hier, les parcelles cultivées permettent de renforcer le sens de la communauté. Pour moi, la nourriture, elle est faite pour rassembler. Par la nourriture, ça nous permet de se connecter entre nous, ça rassemble en fait. Le curry antillais est une sorte de trait d'union culinaire entre l'espace naturel et l'histoire. Tous les ingrédients utilisés prospèrent sur l'île volcanique. C'est une mosaïque des influences des nombreuses cultures présentes dans la société guadeloupéenne. Le terme créole désigne beaucoup de choses différentes. C'est un mot qui vient du portugais. Il est utilisé pour parler d'un brassage, qu'il soit d'ordre linguistique ou culturel. Le créole, ou la perception qu'on en a, c'est maintenant une identité à part entière. Le ciment des îles des Caraïbes n'est autre que la créolité. L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, règne sur le nord-ouest du continent sud-américain. Ses habitants affrontent des défis aux antipodes de ceux du paradis vert des Caraïbes. Des obstacles qui sont liés à la jeunesse de cette forêt et à l'histoire de son climat. Durant les épisodes les plus froids et les plus secs de la période glaciaire, la forêt tropicale s'est rétrécie. Depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, elle gagne du terrain. Un climat chaud et humide, des précipitations et chaque année 180 millions de tonnes de sable fertile, balayées du Sahara sur les côtes de l'Atlantique, créent des conditions favorables pour en faire la plus grande forêt tropicale du monde. L'Amazonie a beau être l'un des plus grands laboratoires de biodiversité de la planète, elle constitue l'un des milieux les plus hostiles qui soient pour les populations humaines.
En effet, ces sols ne sont pas adaptés à la plupart des cultures agricoles. Les humains sont l'espèce la plus largement disséminée sur la planète. En fait, nous sommes des cousins tropicaux des singes. Mais des montagnes au désert ou à l'Arctique, en passant par la forêt tropicale, nous occupons tous les milieux. Nous avons une capacité d'adaptation phénoménale. La nature pourrait en dire autant. Dans la forêt tropicale du sud-ouest du continent, sur la côte atlantique, pousse un arbre qui a doublement marqué le Brésil. Le pau-brasil, l'arbre qui donna son nom au Brésil, est aussi celui qui a marqué son destin. En Europe, les propriétés tinctoriales de son bois sont très convoitées. Et les colons du vieux continent affluent, alors qu'un drame humain est en train de se nouer. Les envahisseurs déboisent sauvagement les forêts de pau-brasil et plantent de la canne à sucre à la place. Les populations indigènes triment sur le terrain. Privées de tout, elles meurent. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sont victimes des maladies importées par les colons. Les esclaves importés d'Afrique prennent alors le relais. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité va s'écrire à ce moment-là. Le Brésil, dans sa configuration actuelle, porte encore les stigmates du système d'esclavage des Noirs d'Afrique. Plus de la moitié des 200 millions de Brésiliens ont leurs racines en Afrique. Les 50 premiers esclaves venus d'Afrique ont accosté à Salvador de Bahia dès 1551. Avec eux, une nouvelle variante du christianisme est apparue dans le Nouveau Monde. Ces gens ont apporté quelque chose de nouveau, à savoir un christianisme africain. Le culte des saints catholiques intégré aux pratiques traditionnelles d'Afrique centrale, par exemple. Le Brésil s'est construit à partir de ces échanges et le champ du sacré, lui aussi, s'est constitué à travers ce brassage. Il n'existe aucune religion qui n'ait pas assimilé des éléments venus d'autres cultes. Avec le candomblé, qui mélange plusieurs influences spirituelles, une nouvelle religion monothéiste est née au Brésil. Divinités africaines déguisées en saints catholiques, les adeptes ne voient là aucune contradiction. On croit en un Dieu unique, une âme immortelle, mais aussi en la réincarnation et la loi du karma. Les rituels s'écartent de ceux de l'Église chrétienne. Ils sont accompagnés par des rythmes frappés dans les mains et par des chants qui conduisent vers la transe. Les fidèles dialoguent alors avec les divinités. Le candomblé va bien au-delà d'une simple religion. Le candomblé est un mouvement de résistance. C'est la lutte d'un peuple asservi qui souffre. Ce peuple n'avait aucun droit. Il s'est battu et continue à le faire. Aujourd'hui encore, c'est un mouvement de résistance. Une résistance pacifique est un pan de la culture brésilienne qui a été façonnée par une mosaïque d'influences.
Le Brésil, le peuple brésilien, au XXIe siècle, est le résultat de ces différentes rencontres. C'est pourquoi on ne peut pas considérer les Brésiliens comme un peuple qui aurait une seule pratique religieuse et partagerait partout les mêmes coutumes. De plus, le Brésil est un pays aux dimensions continentales. Il est extrêmement vaste et diversifié. Et il y a de grandes différences culturelles selon les régions. Des différences qui se reflètent dans la large palette de tous ses habitants et qui renvoient à une histoire née dans les profondeurs de la forêt tropicale. Plus au sud, l'Argentine s'étire jusqu'à la pointe méridionale du continent. Ici, les milieux naturels battent tous les records de diversité et se déclinent dans des variantes qui nous correspondent bien, à nous, êtres humains. Là encore, le rôle du climat est déterminant. L'Argentine est un pays aux dimensions de géant. Du nord au sud, sur toute sa longueur, elle déploie une multitude de zones de végétation. Au nord, son climat est subtropical. Au nord-est, il est tropical. Les températures sont chaudes tout au long de l'année et il y pleut en abondance. Les régions orientales, comme le Grand Buenos Aires et la Pampa, jouissent d'un climat doux de type méditerranéen. La prairie prospère sur ces deux immenses plaines. C'est dans cette immensité baignée par le climat méditerranéen que réside l'attrait qu'exerce le pays sur les Européens. Avec les Espagnols arrivent les premiers troupeaux de vaches en provenance d'Andalousie. De par leur taille, les nouveaux espaces sont sans commune mesure avec la province espagnole. Mais comment enfermer les bovins dans un enclos? Beaucoup s'en échappent et se reproduisent sans retenue. Les gauchos, cavaliers solitaires et pris de liberté, qui vivent dans les contreforts de la Pampa, récupèrent leur viande et leur peau qu'ils utilisent. L'invention du fil électrique va changer la donne. Désormais, les grandes prairies sont efficacement clôturées et à la fin du XIXe siècle, l'Argentine va se hisser au rang de pays d'élevage bovin. Le destin du gaucho va s'en trouver bouleversé. Très doué dans le maniement des chevaux, il est courtisé par l'armée en tant que cavalier. Mais c'est dans l'enclos des grandes prairies qu'il a trouvé sa place et veut creuser son sillon. Les gauchos des temps modernes se font appeler paisanos. Ils sont 150 000 à veiller sur 55 millions de têtes de bétail et les garants d'un secteur qui est devenu l'épine dorsale de l'économie argentine. Ils n'ont pas leur pareil pour guider les bêtes du haut de leur monture. Leur maîtrise de l'équitation est légendaire, tout comme l'endurance et la force de leurs chevaux, les criollos. Des siècles de sélection naturelle ont fait de cette espèce une race parfaitement adaptée au climat de la Pampa. Plus encore qu'un métier, c'est un art de vivre que les paisanos ont privilégié. Leur connaissance des bêtes, des herbes médicinales et du pays se transmet de génération en génération. Un soupçon d'idéalisme pour mieux endurer un mode de vie plus que rudimentaire, où l'on doit savoir se passer d'électricité et d'eau courante. Le gaucho a disparu du paysage social. En cause, l'arrivée de migrants qui se sont établis en Argentine et ont commencé à travailler la terre. Ce qui est resté, c'est une certaine culture, un mythe que les agriculteurs, majoritairement des hommes, reprennent d'une certaine manière à leur compte. Le mythe est notamment réactivé lors d'un barbecue géant typiquement argentin, l'assado. Les broches utilisées étaient autrefois de longues tiges en bois. Les gauchos les disposaient à côté du feu, jamais au-dessus. Aujourd'hui, ils les ont troquées contre des barres en fer.
Et qui sont les champions hors catégorie de la consommation de viande de bœuf? Les Argentins, bien sûr. Ils en consomment 49 kilos par an, contre à peine plus de 23 kilos en France en 2020. L'Argentine est sans hésitation une nation qui voit un amour sans faille à la consommation de viande. Mais on ne peut pas dire que la viande le lui rende bien car elle coûte de plus en plus cher. Le prix de la viande est vraiment très élevé, mais le mythe qu'elle entretient n'est pas près de s'éteindre en Argentine. Et la tradition de l'asado fait partie des rituels préférés des Argentins et des Argentines. L'Argentine est un pays d'immigration. Plus que toute autre ville, sa capitale, Buenos Aires, reflète son histoire. La population issue de l'immigration est majoritaire et a eu un impact très important sur la culture argentine. Elle en a été le creuset, car plus de 90% de la population argentine a ses racines ailleurs que sur le continent. L'Argentine entretient une longue histoire avec l'immigration. Ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, 6 millions de personnes y ont débarqué. À cette époque, l'Argentine avait une politique de recrutement très ciblée. Ça veut dire qu'en Europe, il y avait des gens qui étaient chargés du recrutement de familles et de main-d'œuvre pour le compte de l'Argentine. La Constitution nationale de 1853 fait de la politique d'incitation à l'immigration européenne un principe fondamental. L'Argentine a connu une migration à grande échelle. Une incitation qui fait son effet. En quête de liberté, ces Européens quittent un continent étriqué dans l'espoir que les fermes et les bovins de la pampa argentine leur assurent des moyens de subsistance confortables. Mais beaucoup d'entre eux croupiront dans les bas-fonds de Buenos Aires. Là, dans les quartiers les plus déshérités, diverses influences culturelles se fondent en une danse inédite, chargée de mélancolie. Le tango est à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Afrique. Le son du bandoneon lui donne toute sa patine. Longtemps, la terre d'accueil réprouve le nouveau-né. Mais un détour par l'Europe, où il devient une danse de salon très appréciée, lui ouvre enfin les portes de son pays d'origine. Le tango s'élève comme le chant de ceux qui sont venus chercher en Argentine un bonheur qu'ils n'y ont jamais trouvé. De grandes étendues de sel sont présentes dans l'ouest du continent. Dans l'altiplano bolivien, pas moins de 10 milliards de tonnes de sel sont les vestiges du lac préhistorique de Tauca et d'un lac d'eau de mer asséché. Il y a là une promesse d'incommensurables trésors emprisonnés sous la terre. Sur le plan géologique, l'Amérique du Sud est un continent très diversifié. Il y a beaucoup de roches différentes, et donc de grandes ressources et richesses minérales sont disponibles. Le sol d'Amérique du Sud renferme d'importantes ressources naturelles précieuses. Il regorge de gisements de fer, d'antimoine, de tungstène et de manganèse. On y trouve aussi de l'aluminium, de la bauxite, du cuivre, de l'étain, du plomb, du salpêtre et du lithium. Des ressources très convoitées dans l'utilisation de la technologie de notre quotidien. Mais la conquête des matières premières gravite autour d'un métal plus prisé encore par les Européens. Au XVe siècle, il se murmurait déjà en Europe que les Andes regorgeaient d'or. Mais le mythe est véritablement né avec les envahisseurs espagnols qui rêvaient de l'Eldorado, pays de légendes aurifères dont ils soupçonnaient l'existence dans les terres intérieures du continent. Les Européens n'ont jamais trouvé ce pays imaginaire. Alors, ils ont volé aux Incas tout l'or qu'ils possédaient et continuent à piller aujourd'hui toutes les matières premières lucratives de leurs terres.
À partir du moment où les Européens ont découvert ces matières, l'exploitation éhontée des ressources a commencé. Les gens venaient pour arracher à l'Amérique du Sud tout ce qu'elle avait de précieux et repartaient pour l'investir dans leur nation au lieu d'en faire profiter le sous-continent. L'industrialisation de l'Europe et de l'Amérique du Nord ne fait qu'attiser cette ruée effrénée vers les matières premières méridionales. De nouvelles formes d'exploitation de la nature voient le jour. Ce qui a motivé cette conquête était avant tout la recherche d'or et d'argent. Et cette recherche a conduit à la construction d'immenses mines sur plusieurs décennies, qui sont encore aujourd'hui considérées comme l'acte de naissance de l'exploitation moderne des mines et des matières premières. Les indigènes sont réquisitionnés, le plus souvent dans des conditions inhumaines. Mais ont-ils vraiment le choix, alors que les mines ont ravagé les prairies qui étaient le socle de leur subsistance? Sans l'eau qui a été détournée, ils ne peuvent plus exploiter leurs fermes. La mine, au moins, leur permet de faire vivre leur famille. De vastes terres se muent en d'immenses paysages lunaires qui resteront longtemps inhabitables. Parce que la ruée vers certains métaux comme le cuivre, indissociable de l'utilisation de produits chimiques toxiques, pollue sol et eau durablement. Ces dernières années, l'exploitation a pris un tour particulier avec la transition énergétique. Le lithium, aujourd'hui très demandé, renforce la dépendance des pays d'Amérique du Sud et les rend tributaires des aléas du marché mondial. On est dans un cas de figure où des richesses sont emportées hors de leur pays d'origine. Ce facteur a joué un rôle très important dans le développement des nations d'Amérique du Sud à travers les siècles. Et il explique l'état dans lequel nous retrouvons ces pays aujourd'hui. La plupart des pays d'Amérique du Sud misent encore sur des minerais dont la quantité est pourtant limitée. Un défi à relever pour les habitants de cette partie du monde. À l'est, la côte atlantique est ourlée par d'innombrables baies. Des conditions on ne peut plus avantageuses pour la navigation. Les forces conjuguées de l'eau et du vent, qui en plusieurs millions d'années ont ciselé la ligne côtière orientale, ont créé un chapelet de ports qui sont de véritables joyaux naturels. Idéale entre toutes, l'une de ces baies est apparue aux colons européens comme un point de chute providentiel. Un rocher en pain de sucre, surgi de la mer, est à jamais l'emblème par excellence de la ville de Rio de Janeiro. Aucun autre point du continent n'offre de telles conditions pour naviguer. Les endroits qui représentaient de bons ancrages naturels sont devenus de grands ports avant de se transformer en métropoles géantes. Rio de Janeiro ou Bahia au nord, Montevideo au sud, ont évolué en plaques tournantes du commerce. Outre-Atlantique, elles se sont développées en d'immenses métropoles telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Rio est en passe de devenir une mégapole mondiale, prometteuse de richesses et d'opportunités, mais aussi de rêves avortés. Il y a environ 140 ans,
des habitations rudimentaires destinées aux descendants des esclaves ont été construites sur les flancs des montagnes environnantes. Les favelas tirent leur nom d'une plante grimpante brésilienne. À Rio, 1 habitant sur 5 vit dans une favela. Ceux qui vivent le plus haut perché sont généralement ceux qui se trouvent au plus bas de l'échelle sociale. Mais même dans les favelas, les rêves prennent leur envol. On pense qu'il n'y a rien de bien là-haut. Pourtant, il y existe aussi des histoires merveilleuses. Comme beaucoup de familles, les Da Silva veulent sortir de la misère et s'en donner les moyens. Mon rêve, c'est de défiler avec Salgueiro, de danser sur le sambodrome. Et comme sa mère avant elle, Victoria s'entraîne dur. Depuis 5 ans, elle fréquente l'une des plus illustres écoles de samba, Salgueiro. La samba naît il y a près de 100 ans dans les villes de la côte orientale comme Sao Paulo et Rio de Janeiro. Les anciens esclaves y rencontrent des artistes et des intellectuels. En musique, la quête identitaire des Brésiliens fait souffler un air de renouveau, la samba. Le carnaval va où les pouvoirs publics ne vont pas. C'est ça la réalité de Rio aujourd'hui. L'école de samba s'aventure dans des endroits où aucune activité sportive ni culturelle n'est organisée par l'État, alors qu'il devrait s'en occuper. Danser n'est qu'un aspect du rôle social des écoles de samba. Les écoles de samba font un vrai travail d'éducation dans les favelas. Elles apprennent par exemple aux gens à confectionner des costumes qui leur apporteront des revenus. Moi, j'ai commencé la couture très jeune, dans un atelier. On transmet aux enfants un savoir-faire qui leur ouvrira des perspectives. Pour les enfants, la samba est un moyen de s'en sortir. Les revenus tirés des représentations ont permis à plus d'un jeune de reprendre le chemin de l'école. Le carnaval, avec le défilé de toutes les écoles de samba, constitue le moment phare de l'année. Pour les élèves de ces écoles, c'est le moment de récolter les fruits de leurs efforts et de se hisser à une condition sociale meilleure, même si la grande majorité reste sur le carreau. Mais s'il y a une chose que la samba célèbre avant tout, c'est la joie de vivre. La samba représente tout pour moi. C'est comme une thérapie. Tu es énervé, fatigué, au bout du rouleau, et tu vas à la samba. Tu commences à danser au rythme des percussions et tu oublies tous tes soucis. Tu y penseras plus tard. Pour le moment, c'est le bonheur. Et pour la majorité des gens, l'espoir d'une vie meilleure. La richesse de ces minerais n'a pas aidé l'Amérique du Sud à trouver sa voie. L'Amérique du Sud renferme encore une énorme quantité de ressources dont le monde a besoin.
du lithium pour les batteries rechargeables, ou du molybdène pour l'acier, de l'argent, du cuivre. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'on pourra tirer un trait sur le passé et faire en sorte que l'exploitation des ressources minérales profite en premier lieu au peuple d'Amérique du Sud. Pendant des millénaires, les habitants de l'Amérique du Sud ont essayé de s'adapter à leur espace naturel et de trouver leur équilibre dans l'histoire mouvementée de leur continent. Ils sont parvenus à assurer leur survie grâce à des techniques de cultures ingénieuses et ont su poser les jalons de leur avenir.